Bonsoir, vous pouvez vous installer. Je suis ravie de vous accueillir pour cette table ronde dont vous voyez le nom s'écrire en gros « Agir ensemble pour le sport, levier d'émancipation pour les femmes ». Une table ronde qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui avant le film biopic sur Marinette Pichon. J'en parlais tout à l'heure avec une amie. Moi, dans ma vie, il y a 3 femmes qui m'inspirent énormément. Il y a ma maman, en premier lieu, il y a Beyoncé et il y a Marinette Pichon. Et vous allez comprendre tout à l'heure avec son film à quel point cette femme est marquante pour toute une génération et d'autres. Si elle n'avait pas été là et surtout si elle n'avait pas porté tous ces combats, je pense que le foot féminin aujourd'hui, et même, j'ai envie de dire, la place des femmes serait peut-être différente. Il faut toujours une pionnière. Eh bien, c'en est une. Une autre pionnière va l'accompagner pour débuter cette table ronde. Je vais vous demander de vous les accueillir avec évidemment des applaudissements. C'est Marinette Pichon et Eugénie Le Sommer. Bonjour à toutes les deux. Alors déjà, en amorce, je voudrais faire une chose, c'est remercier le Crédit Agricole d'avoir accompagné ce biopic Marinette parce que c'est important aussi de soutenir des projets comme celui-ci. Au-delà d'un film marquant pour le foot féminin, c'est l'histoire d'une femme, c'est ton histoire qu'on va raconter aujourd'hui. Moi, j'ai intitulé cette première partie la causerie parce que quand on débute un match, avant ça, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on passe moi les causeries. Les bons messages. Donc Marinette, tu es la première joueuse française à avoir fait carrière aux États-Unis, à avoir été sacrée meilleure joueuse et meilleure buteuse. Tu as longtemps détenu le record, d'ailleurs, hommes et femmes confondus, de buts marqués en équipe de France. En équipe de France, tu sais combien de buts tu as mis? 81. 80, sauf qu'il y a une femme, une autre, qui est venue derrière te prendre ton record. C'est Eugénie Le Sommer. Bonjour Eugénie. Bonjour. On comptait tout à l'heure nos nombres de buts. À deux. Il y a du lourd. Du coup, Eugénie? 169 à toutes les deux. Voilà, ça. 88. Oui, c'est pas mal. 81 buts et 88 buts. Marinette, à tout moment, tu peux rentrer, tu peux te chauffer et rentrer sur le terrain. J'ai peur quand même de la petite blessure derrière la cuisse droite. Évidemment, les croisés, tu connais. Voilà. Tu es une précurseur. Moi, ce que j'ai envie de connaître, c'est les débuts. Il y a toujours un facteur X dans le parcours de sportif de haut niveau. Il y a toujours un début, un petit truc qui va amorcer en fait l'histoire d'un choix au point de départ. Comment le foot est rentré dans ta vie? Il est rentré très simplement. En fait, on se baladait avec ma mère et à ce moment-là, j'avais besoin de m'ouvrir sur autre chose. J'ai entendu des cris d'enfants qui étaient très, très heureux d'être là, d'évoluer ensemble sur le terrain. Et ça m'a interpellée et j'ai eu envie de me joindre à eux. Et quelles ont été du coup les difficultés après que tu as rencontrées? Parce que j'imagine que ça t'a donné envie de faire du foot. Oui, j'ai pas vraiment rencontré de difficultés parce que j'ai eu la chance de rencontrer un homme super sur mon parcours de vie qui m'a intégré dans cette équipe masculine avec une ouverture d'esprit et du coup ça a été simple. Ça a été simple et voilà, il plaisantait, il dit allez, ça vous fera pas de mal et puis derrière j'ai trouvé ma place naturellement et puis je me suis épanouie. Un jeu d'enfant, le foot, c'est ça finalement, Eugénie. Et je crois que cette simplicité, c'est ça que toi, tu as trouvé aussi au point de départ quand tu as commencé le football. Exactement. J'ai un peu la même histoire dans le sens où j'ai débuté, il n'y avait que des garçons aussi. Quand je suis arrivée dans chaque club où j'ai joué quand j'étais petite, c'était ça. Et je rejoins Marinette sur le fait que quand tu tombes sur les bonnes personnes, moi je suis tombée aussi sur tous, des éducateurs qui étaient tout le temps très bienveillants avec moi, qui faisaient attention, qui faisait comprendre aux garçons aussi. Enfin, ils m'accueillaient toujours bien. Et ça, c'est hyper important quand tu démarres. Et je pense qu'il y a dû y en avoir beaucoup où ce n'était pas le cas et elles ont arrêté en fait. La place des éducateurs, effectivement, c'est toujours le point central de tout début. Et puis même après, dans la continuité. Et dans l'éducateur, il y a éducation. C'est dire le rôle important de l'éducation aussi dans l'égalité finalement de pratique. Oui, dans l'égalité, dans l'inclusion, dans la reconnaissance, dans le partage, dans les valeurs, que tu veuilles intégrer et être inclusif, c'est déjà une sacrée ouverture d'esprit. Et aujourd'hui, cette éducation, elle est de plus en plus bienveillante et puis dynamique. On sent qu'il y a un intérêt plus pour la discussion en dehors du terrain de comment va dans ta vie, comment ton école, tes parents, ta famille. Alors que auparavant, c'était on est content, tu intègres, mais il n'y avait pas cette proximité. Et on développe ça et je trouve ça fabuleux.
Marinette a posé finalement les premières pierres du foot féminin, c'est-à-dire se dire que pour une femme, c'est possible aussi de jouer au foot à haut niveau. Elle a popularisé cette idée. Ouais, et ça a été le premier nom de footballeuse que j'ai entendu. Un jour, on m'a dit, je crois que la première fois que j'ai entendu ton nom, je crois que c'est quand tu es allée aux États-Unis. Et on m'a dit, oh, t'as vu, Marinette Pichon, elle va jouer aux États-Unis. Et dans ma tête, je me suis dit, wow, trop bien. C'était un truc de fou pour moi, parce que moi, je jouais pour le plaisir. Il n'y avait pas de joueuse professionnelle en France, on n'en entendait pas du tout parler. Donc moi, dans ma tête, j'avais un rêve, c'était de devenir professionnelle. Mais au fond, je savais que c'était impossible. Et quand j'ai entendu ça, finalement, ça m'a fait croire un petit peu en mes rêves encore plus. Et puis moi, j'ai trouvé ça génial. Et puis c'est vrai que c'était le nom référence. Même quand je jouais, on me disait « Ah, tu vas être la future Marinette ». Enfin, c'était vraiment son nom qui revenait tout le temps. Et d'ailleurs, je pense que c'est la footballeuse la plus populaire. Enfin, tout le monde connaît Marinette Pichon, je pense. Et ça a été le premier nom, en tout cas pour le grand public, qui a été connu. Entendre ça, parce que ça sert aussi à ça, hein, de faire des avant-premières. Ça te permet de récupérer une petite dose de bonheur comme ça et d'entendre ces merci, parce que c'est un merci aussi. J'imagine que ça doit être beaucoup d'émotions pour toi. Oui, en effet. Et puis, Eugénie, ça fait plusieurs fois qu'on se croise et à chaque fois qu'on a échangé par rapport au record, par rapport au développement du foot féminin, par rapport à cette évolution, par rapport au film, il y a toujours eu ce respect, cet immense respect et cette reconnaissance et de voir qu'au final, de la part d'une grande joueuse aussi talentueuse, titrée à de multiples reprises, qui elle aussi, tu vois, tu es partie aux États-Unis, tu as vécu cette expérience aussi, il y a une vraie fierté, c'est de l'honneur, quoi. Et ça, ouais, ça me touche, mais elle le sait, elle le sait. Eugénie a dit, je savais que c'était impossible de devenir joueuse professionnelle. Je trouve que ce sont des mots très forts et on ne se rend pas compte, mais c'est la vérité parce que le statut professionnel, avant d'avoir des clubs comme Lyon ou le Paris Saint-Germain, ne concernait aucune femme en France. Et encore aujourd'hui, et j'ai envie de dire à l'heure actuelle, beaucoup de joueuses qui évoluent dans l'élite, donc en D1 Arkema, ne sont pas professionnelles. Quand tu prends ta retraite en 2007 en équipe de France, de joueuse internationale, c'est ça que tu dénonces, c'est ce qu'on verra dans le film, je suis désolée de vous dévoiler ça aussi, mais tu dénonces ça, que les femmes n'aient pas la possibilité justement de pouvoir se consacrer uniquement à leur sport de haut niveau, qui est leur profession finalement, qu'elles soient obligées de faire des choses à côté et que ça les empêche de perfer. 16 ans plus tard, donc la commission du football féminin du haut niveau a acté, enfin j'ai envie de dire, la décision de créer une ligue professionnelle. J'imagine que pour toi, ça a été un soulagement, mais qu'est-ce que ça t'a procuré comme émotion? Il doit y avoir un peu de colère aussi, parce que ça a été long. Il y a eu de la révolte, parce qu'à chaque fois qu'on me pose des questions, et je sais que ça soulève, et ça soulèvera encore, mais je resterai ferme sur mes positions. On a eu du retard, on a pris du retard. On a développé les choses, mais pas aussi vite qu'on aurait pu le souhaiter, pour éviter de voir partir nos talents. Il y a eu cette Coupe du Monde qui a été absolument fabuleuse, avec une couverture médiatique exceptionnelle, avec des audiences exceptionnelles, avec des stades remplis. En plus, il y avait une mixité intergénérationnelle qui était fabuleuse à voir à l'écran. Et puis derrière, pour X ou Y raison, je ne sais pas, on a loupé le coche. Aujourd'hui, quand on me pose la question « Est-ce que le football féminin va avoir une ligue professionnelle ?», j'étais incapable d'y répondre. Parce que voilà, je suis partie, mon combat, il reste le même depuis ces décennies, en fait. Et puis, j'ai eu la chance d'échanger avec le président Diallo, qui m'a informé des dossiers qu'il avait pris sous son aile depuis son arrivée à la tête de la gouvernance il y a 5 mois, avec la volonté notamment de professionnaliser cette D1 Arkema. Donc je lui dis, c'est bien de me le dire. C'est bien de me le dire, mais il aurait peut-être fallu le dire aux gens qui attendent justement des informations, aux joueuses qui souhaitent être associées à ces changements, parce que c'est leur avenir que ça concerne. Donc voilà, donc oui, il y a eu un peu de révolte, mais maintenant, il y a les échanges, la théorie, et on attend la pratique. Et normalement, ce devrait être pour la rentrée, effectivement. on attend que ce soit factuel. Le combat, il dure depuis tellement d'années, en fait. Mais je pense que quand tu l'as dit en 2007, tu l'as dit, et puis c'est parti aux oubliettes. Là, on va dire que ça fait 1 ou 2 ans que vraiment on entend parler, que c'est un projet, c'est encore un projet, hein,
Mais ça fait qu'1 ou 2 ans où vraiment on sent qu'il y a la volonté, alors que ouais, c'est 15 ans. Et même avant toi, ou quand à tes débuts, je pense que c'était déjà un combat de vouloir avoir des joueuses professionnelles. Donc ça a pris du temps, mais on le voit aussi, c'est qu'il faut des gens qui soient investis de la cause, qui aient vraiment envie, et pas parler à des murs, quoi. Et qu'est-ce que ça change concrètement d'avoir ce statut professionnel ? Ça change déjà la condition de la joueuse. Une joueuse qui a la chance de s'entraîner, de ne faire que de s'entraîner, d'avoir ses temps de récupération, de pouvoir préparer ses entraînements, ses matchs, sans avoir une source de stress supplémentaire avec l'emploi, avec la performance professionnelle, la charge de travail. En plus, moi, je suis un exemple parce moi, j'ai vécu les deux. Donc, j'ai vécu le monde amateur, puis je suis partie de Saint-Mémy aux États-Unis. Alors quand je suis revenue au monde amateur, j'ai pris une claque. C'est pire de faire ça. Ah oui, non, c'était vraiment dur. Mais j'ai vécu des choses fabuleuses et aujourd'hui, il faut qu'on puisse valoriser parce que le travail, l'investissement est le même que chez les garçons. Que tu travailles, que tu te lèves fort, que tu ailles à ton entraînement, que tu performes, que tu fasses attention à ton outil de travail qui est ton corps. On en discutait souvent avec Garance, c'est comme ton corps, c'est ton outil, c'est ton travail. Donc tu dois te permettre de lui donner, tu dois avoir l'obligation, donc ça changera ça, la performance. Et puis je vais laisser Eugénie rajouter parce qu'elle a aussi connu le contenu professionnel aux États-Unis versus la France, qui pour moi reste encore assez large entre les deux, quoi. Quand on parle de statut professionnel, on parle aussi de tout ce qu'il y a autour en termes d'infrastructure, de comment on est accompagné pour performer, donc tous les à côté. Au niveau médical, au niveau des infrastructures, des terrains, tout ça, il faut le prendre en compte en fait. Et c'est vrai que je ne suis pas forcément la mieux placée pour parler parce que j'ai la chance à Lyon d'avoir des bonnes conditions pour m'entraîner et pour performer. Mais je côtoie des joueuses dans le championnat où ce n'est pas le cas. Quand tu vas faire 12 heures de minibus pour aller jouer un match à l'extérieur, c'est ça la réalité du terrain. Et ce n'est pas normal en fait. Donc voilà, le statut, il englobe un peu tout. Et c'est hyper important. Comme l'a dit Marinette, je pense qu'on ne peut pas être meilleur que quand on est consacré à une seule chose. Après, d'avoir le choix, tu peux toujours consacrer ton temps libre à étudier ou à travailler pour autre chose, si tu as d'autres passions ou quoi. Mais d'avoir la chance de pouvoir te consacrer à ton métier et de te donner les moyens d'être la meilleure possible, si tu ambitionnes d'être dans le haut niveau, parce que c'est ça aussi, si c'est juste du plaisir, il faut aussi qu'il y ait d'autres championnats inférieurs, comme les garçons, en fait, où c'est du foot plaisir et que tu peux jouer sans pression. Voilà. Mais si on veut du sport de haut niveau, si on parle d'élite, il faut que les moyens soient à la hauteur. Et c'est vrai que toi, tu es dans le giron de l'Olympique Lyonnais depuis des années et avec un Jean-Michel Aulas, l'ancien président désormais, précurseur en la matière, qui vous a donné aussi les moyens de performer. Et c'est ce qu'on a vu en Europe avec de nombreuses Ligues des Champions que vous avez gagnées. Mais j'imagine que dans le championnat de France, avoir cette adversité et cette différence, justement, ça n'aide pas non plus pour vous à performer après et à élever votre niveau. Non, c'est vrai qu'on aimerait bien que chaque club soit, entre guillemets, à notre niveau. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a le PSG et nous qui sommes les moteurs du championnat. On aimerait bien déjà de servir d'exemple et non pas qu'on nous rabaisse. En fait, il faut que tout le monde tire vers le haut finalement et c'est ça qu'on a besoin. Mais c'est ça la différence aussi avec les États-Unis, c'est que le championnat, il est hyper compétitif. Même si forcément il y a un système de franchise et de draft, etc., qui fait que le niveau est plus équilibré. Mais c'est sûr que chaque match, tu peux gagner, tu peux perdre. Enfin là, je regarde encore les résultats, c'est hyper serré. Et c'est sûr que c'est mieux pour la compétition, tout simplement. Une culture club différente aussi. Hein. Ouais, une culture club complètement différente, mais surtout, pour être attractif, il faut de l'incertitude sportive. Si tu n'as pas d'incertitude, tu vas te mettre devant 2 matchs, tu sais que Lyon va gagner la Coupe de France, et puis derrière, tu vas t'ennuyer. Et si on veut être attractif, pour que des partenaires comme le Crédit Agricole qui suit le développement du foot féminin depuis des décennies, parce que moi je me rappelle des challenges mosaïques auxquels j'étais conviée, toi aussi, tu vois, ça nous a marqué, puissent venir et développer et injecter une certaine forme d'économie, un soutien, des infrastructures. On a besoin de ça. Et pour ça, il faut qu'il y ait de l'excitation sportive.
sportive et ça, tu ne l'as pas dans notre championnat aujourd'hui. Dans les yeux des petites filles et des petits garçons, parce que c'est aussi ça aujourd'hui la différence, hein, Marinette. Eugénie, tu es un modèle. Moi, ça me surprend toujours, alors que ça ne devrait plus me surprendre, mais de voir des petits garçons porter le maillot de l'équipe de France avec ton nom inscrit dessus. Est-ce que tu te sens aujourd'hui responsable d'un message à porter, toi? Oui, 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 complètement. Et j'en suis consciente depuis le début. Au début, c'était essayer de me faire une place dans le milieu du foot, donc dans le milieu des garçons. Ça va, t'as réussi. Non, mais je me battais au quotidien pour montrer qu'une fille pouvait jouer au foot et que je savais être meilleure que les garçons et que j'avais ma place. Et après, au fur et à mesure, j'ai compris que j'étais une ambassadrice et qu'il fallait que je fasse passer le message. Après, j'en étais consciente. Et je continue de le faire aujourd'hui parce qu'on a besoin. Et je disais à Marinette, de toute façon, nous les femmes, on se bat pour tout. Et c'est la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un garçon qui est en équipe de France comme moi je suis, il n'a pas toutes ces questions à se poser. Mais nous, on est obligés si on veut que ça évolue. Et d'autres femmes se sont battues avant nous pour d'autres causes, ou même avant Marinette pour le foot. Et c'est comme ça, j'ai envie de dire, c'est la vie. Mais en tout cas, oui, ça fait plaisir. Et quand on parle d'éducation et quand on parle de... Moi, je dis que le film, c'est super bien aussi parce que ça fait passer des messages, parce que c'est aussi un moyen de faire connaître le football féminin au grand public. Et c'est sûr que c'est aussi important pour les petits garçons, pour les hommes, pour tout le monde en fait. L'éducation, elle est pour tout le monde, même si ça concerne le football féminin. C'est que tout le monde doit prendre conscience qu'aujourd'hui, on est libre de faire ce qu'on veut. Et si c'est jouer au foot, c'est jouer au foot. Marinette, tu as un rôle modèle. C'est vrai que quand on commence à jouer au football, c'est pas ce qu'on envisage en fait. C'est quelque chose qu'on n'a pas choisi. On n'a pas choisi de livrer tous ces combats. Tu te reconnais dans les mots d'Eugénie? Oui, complètement. Complètement. Non, on ne choisit pas forcément. Et puis après, ça devient quelque chose qui te tient à cœur. Et puis, tu avances à chaque jour, à chaque cause et à chaque cause, ces mots. Et je suis là et je serai là. Et j'aime tellement ce sport. J'aime tellement les gens, la société, que si on peut aider à travers cette réalisation qui est juste magnifique, Virginie, les acteurs, là j'ai la chance d'avoir Caroline Proust et Garance Marié ici, donc c'est top d'être là. Et puis elles ont fait, il ou elle et elle ont fait un travail magnifique. Garance Marié qui te ressemble dans le film, c'est absolument dingue. Ouais, vous verrez ça tout à l'heure. C'est son nom, non? Non, ça va, j'ai bien dit. Hein, bon, ça va. Bon, moi, je peux t'en vouloir parce que tu m'as abandonné par mal de temps sur la tournée. Hein. Merci à toutes les deux pour cette causerie. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais demander à Olivier Gavalda, qui est directeur général délégué de Crédit Agricole SA, à Aurélie Bresson, directrice générale et fondatrice du magazine Les Sportives, mais aussi présidente de la fondation Alice Mia, de nous rejoindre. Yakari Magassa et Yurdanour Oulas de l'antenne francilienne de Sport dans la ville. Yurdanour, tu as l'honneur d'être à côté d'Eugénie. Donc on a fait notre causerie, on va commencer avec la première mi-temps de notre match. Comment lutter contre les préjugés et les freins et donc l'accès au sport déjà pour débuter pour les femmes. C'est l'un des enjeux majeurs pour toutes les personnes réunies aujourd'hui par le Crédit Agricole. Olivier Gavalda, je rappelle donc vous êtes directeur général délégué du Crédit Agricole. C'est l'homme, qui est engagé... oui, mais écoutez... Pas avoir peur, on est très sympa. Valoir pour ce que l'on est, pas pour ce qu'on paraît. Ici, vous n'êtes pas en qualité d'homme. Vous êtes engagé dans le sport depuis de nombreuses années au sein du Crédit Agricole et notamment auprès de la FFF depuis 50 ans, d'où les challenges mosaïques dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui a motivé cet engagement dans le sport et notamment, du coup, dans le foot féminin ? Alors oui, effectivement, on est partenaire depuis 50 ans du football et d'ailleurs d'autres sports, mais notre sport numéro 1, c'est le football. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand vous êtes la première banque en France, vous avez envie de soutenir le sport préféré des Français, c'est le football. On a commencé cet engagement, ça a été souligné, et je l'ai vécu aussi quand j'étais petit footballeur, par le soutien au football amateur. C'est vraiment ça la base de notre engagement il y a 50 ans. Et puis nous avons poursuivi avec le football professionnel, et notamment l'équipe de France en 98, qui a été une rupture dans notre politique de sponsoring, puis la Coupe de France.
et enfin, depuis 2010, le football féminin. Donc c'est une formidable aventure et je pense que si on a choisi ce sport en particulier, c'est parce qu'il véhicule des valeurs qui nous sont tout à fait proches des valeurs du Crédit Agricole. Je pense notamment à des sujets sur les valeurs individuelles, la persévérance, le goût de l'effort, l'implication, etc. Et puis surtout parce que je pense que dans le bien vivre en société, le football notamment, incarne ce lien social. Tout le monde est regroupé autour du foot, qu'il soit masculin ou féminin. Enfin, un pouvoir extraordinaire. Oui, un pouvoir extraordinaire de rassemblement. Quand on regarde un match de foot, on ne regarde plus qui on est, quelle classe sociale, etc. Donc c'est un formidable assembleur, je trouve, et rassembleur dans la société française, puisque là on parle du foot français, mais donc c'est pour nous, et c'est très compatible avec l'image du Crédit Agricole. On parle d'émancipation, de levier. Quelles sont les actions menées en faveur de l'accès au sport et au foot amateur pour lutter contre les différents freins? Écoutez, alors de toute façon, pour le coup, nous, c'est vraiment le foot amateur et effectivement le jeu Challenge Mosaïque. On soutient, alors ça s'appelle plus comme ça maintenant, mais 1200 clubs chaque année en dotation, en compétition, dans le foot régional. Donc c'est extrêmement important et on va plus loin d'ailleurs, on soutient les associations qui sont présentes ici sur scène, Sport dans la ville, oui, à travers les régions. C'est aussi pour nous, on soutient une association auquel je suis particulièrement sensible qui s'appelle la Pulse, hein, qui est l'association, enfin, en tout cas qui permet à des jeunes d'être intégrés dans le monde professionnel sur la base de leur talent sportif, qui n'ont pas forcément eu accès à des études, etc. Et donc, par le talent sportif, ils deviennent de vrais talents pour l'entreprise et pour le Crédit Agricole. Donc c'est une voie de recrutement assez sensible aujourd'hui pour nous. Et donc on est très fiers de ce type de partenariat. Avec des valeurs communes pour le coup. Toujours. Toujours des valeurs autour de cet engagement, respect, implication, effort, etc. On a justement à nos côtés Yakari, donc de Sport dans la ville, qui œuvre avec le programme Elle dans la ville, auquel Eugénie, je crois que tu participes, hein, c'est ça? Oui, j'ai déjà fait plusieurs opérations avec eux. On va parler de l'accès au sport pour toutes et tous. On l'a dit, c'est l'un des enjeux majeurs hein, de sport dans la ville, avec ce programme Elle. C'est quoi la mission que vous êtes fixée? Alors, il faut savoir que la mission sport dans la ville, c'est vraiment d'accompagner des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville et via les valeurs du sport, toutes les valeurs que le sport inculque et transmet, c'est de les accompagner tout doucement dans un processus d'insertion professionnelle et aussi de développement personnel. Et du coup, autour de ça, on essaye de créer une sorte d'écosystème autour des jeunes avec des éducateurs qui sont là pour les jeunes que nous accompagnons. Et en parallèle de sport dans la ville, on a le programme justement Elle dans la ville qui, lui, est à destination des jeunes filles de l'association. Et l'objectif premier, c'est, je dirais même, de rendre visibles les filles, que ce soit sur les terrains, que ce soit dans l'espace public, et également, du coup, créer autour d'elles, tisser du moins une sorte de toile d'araignée autour d'elles avec plusieurs acteurs et faire en sorte qu'elles puissent s'épanouir et se développer. C'est quoi, on parlait de freins tout à l'heure, c'est quoi les freins que vous avez identifiés tout particulièrement? Parce qu'on voit qu'il y a un lien, du coup, Crédit Agricole qui soutient une association qui est au cœur des quartiers, pour le coup, est au cœur de la ville et qui peut avoir cette proximité avec les jeunes pour comprendre en fait ce qui les empêche et surtout les petites filles d'aller vers le sport. Quels sont-ils? Alors déjà, nous, au sein de Elle dans la ville, on est parti du constat qu'à partir de 12 ans, la plupart des jeunes filles, en fait, c'est pas qu'elles n'arrêtent, enfin, elles s'éloignaient un peu du sport, de tous les sports confondus. Et comme du coup, nous, on part du sport pour pouvoir ensuite les accompagner, on a identifié les freins suivants qui sont premièrement, je pense, l'un des premiers freins, je pense, qui handicape un peu tout le monde, c'est vraiment tout ce qui est lié au stéréotype de genre, parce que ça a un impact considérable, que ce soit sur les jeunes garçons ou sur les jeunes filles. Et on sait que le travail, évidemment, il se fait en amont. C'est pour ça qu'on les accompagne, nous, sur les terrains sportifs à partir de 9 ans.
Comme autre frein qu'on a pu identifier au sein de Elle dans la ville, pour nos jeunes filles, c'est vraiment les freins, le fait de ne pas pouvoir le fait de ne pas avoir de représentation en fait féminine, inspirante, qui puisse donner de l'espoir, qui puisse inspirer tout simplement, comme le nom le porte. C'est vraiment, on va dire, les deux gros freins au sein de Elle dans la ville. Eugénie, toi tu participes du coup dans ce programme Elle dans la ville. Quel message tu passes aux jeunes filles que tu rencontres? Déjà, le premier message, c'est de les encourager à faire ce qu'elles ont envie de faire et de croire en leurs rêves. Là, on parle beaucoup de métiers autour du sport, donc j'essaie de leur demander ce qu'elles veulent faire. Et des fois, elles me disent « Non, mais je veux faire ça, mais c'est impossible. » Je dis « Non, si tu y crois et si c'est ce que tu as envie de faire, peut-être qu'il faudra te battre pour ça, mais tu peux le faire. » Et c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est ce que j'essaie de leur faire comprendre. Après, c'est aussi leur montrer que c'est pas toujours facile, que moi, mon parcours, il n'a pas toujours été facile, mais que si tu te bats et si tu y crois, tu peux y arriver en fait. Et après, c'est aussi leur montrer que il faut s'ouvrir l'esprit, qu'il faut voir au-delà. Beaucoup de préjugés aussi. Les filles, elles me disent non, mais les garçons, ils veulent pas jouer avec nous, etc. Donc, j'essaye de leur dire qu'il faut que tout le monde soit ouvert. Et forcément, ça passe par l'éducation. Et comme on le disait, c'est ça qui fait que c'est les stéréotypes, c'est ça. C'est que les garçons ont grandi avec ces idées et c'est dur de leur faire enlever. Mais c'est dès le début qu'il faut réussir à sensibiliser. Certaines jeunes filles, ce qu'on comprend, s'autocensurent. Si on arrive vraiment à des exemples concrets, Marinette, toi, quand tu rentrais plus jeune sur le terrain, tu avais le droit à des insultes, littéralement. Tu te faisais souvent houspiller, et puis après, par contre, tu te vengeais sur le terrain. Oui, c'était ça. Ça me faisait de la peine. J'en ai pas eu tant que ça, mais j'en ai eu quelques fois. Mais je gardais ma botte secrète et après je sortais ce beau pied gauche pour régler mes comptes. Mais après, j'ai eu des gens, tu vois, qui ont des gamins ou des jeunes qui ont eu un comportement déplacé, mais qui ont eu la classe après le match de venir me voir en me disant tu vois, j'ai été un peu couillon, j'aurais pas dû me comporter comme ça ou avoir ces propos, et ça va me servir de leçon. Au final, c'est l'essentiel, c'est que la personne se rende compte que avant de juger sur le physique ou autre, laisse la chance à la personne et pour faire ses preuves. Oui, parce qu'il y a la possibilité de jouer avec les garçons au départ, et à un moment donné, les sections se séparent. Tu avais un peu ce même ressenti-là, Eugénie? La même chose. C'était quand ils me voyaient dans l'équipe en face, ils disaient « Ah, ils ont une fille dans l'équipe, c'est bon, on va gagner, ouais. » Et puis... c'était le point fort, c'est la botte secrète. Après, j'ai eu des méchants tacles, on va dire. Des fois, ils essayaient de m'empêcher de marquer, des trucs comme ça, mais... Mais non, pas réussi. Non, et puis j'ai pas vraiment gardé de mauvais souvenirs de ça. Moi, je m'en servais, c'était une motivation pour être encore meilleure et pour me dire, voilà, je vais te montrer que moi aussi, je peux jouer au foot. Mais je voulais rebondir sur ça parce que je pense que toutes les deux, on a eu cette chance d'avoir un bon niveau pour pouvoir continuer à jouer. Et là, on parle aussi de foot pour tous. Et le problème aussi, je pense qu'il y a eu des filles de son âge et des filles de mon âge qui n'avaient pas ce niveau et qui ont dû arrêter à cause de ça, en fait. Et on dit jamais à un garçon parce qu'il est pas bon qu'il a plus le droit de jouer au foot. Alors qu'une fille, on va lui dire non, c'est pas fait pour toi parce que t'es pas assez bonne. Mais si tu as envie de jouer, si c'est ta passion, si c'est un plaisir, il y a toutes les catégories, tous les niveaux pour jouer en fait. Et chacun son niveau en fait. Un exemple qui va nous montrer à quel point le sport est un levier d'émancipation, c'est Yurdanour. Tu as 18 ans, tu habites à Stein, tu es en terminale générale à Épinay-sur-Seine. Et donc, du coup, tu fais partie de Sport dans la ville et du programme Elle dans la ville. Tu as bientôt le bac, non? C'est ça. Donc, tu fais une petite pause dans tes révisions pour venir nous voir? Oui. Ouais, en soi, j'ai passé le pire, donc là, ça va. C'est un peu libre. T'as l'air facile. Bon. Donc, tu fais partie de ce programme Elle dans la ville. Comment tu as rejoint Sport dans la ville au départ? Comment tu as connu l'association? L'association, je l'ai rencontrée par le biais de ma sœur qui faisait du sport, notamment du tennis et du foot sur les terrains de Drancy. Et elle quittait la maison durant le week-end, si je m'en souviens bien, pour rejoindre ses copines et s'amuser en faisant du foot et passer un bon moment. Et donc, quand elle revenait à la maison, elle nous en parlait. Et faire du sport, c'est super intéressant. Et moi, depuis petite, j'aime beaucoup le sport.
Et donc, je lui ai demandé de faire en sorte qu'on m'inscrive aussi pour que je puisse faire du sport. Parce que je pensais, enfin, c'était il y a 5 ans, donc je pensais que que Sport dans la Ville, c'était surtout basé sur le sport, notamment, vu le nom. Donc, j'ai fait mes débuts avec le sport, puis j'ai intégré le côté un peu job, où c'est plutôt côté sur le domaine insertion professionnelle, tout ce qui est scolaire, même développement personnel, grâce à des différents ateliers, des programmes. Et voilà. On va en parler de façon plus précise parce qu'effectivement, le sport est un prétexte finalement pour permettre aux jeunes d'aller vers le monde professionnel. À la base, tu es rentré, je comprends, pour faire du sport, tu as testé beaucoup, sans aller vers, et c'est ça qui est intéressant, sans aller vers une carrière de haut niveau, mais avec des valeurs finalement, quelque chose qui t'a été appris. On en parlait tout à l'heure avec Olivier. C'est quoi pour toi les valeurs transmises par le sport ? Pour moi, en tout cas, depuis petite, pour moi, c'est surtout la solidarité, l'esprit d'équipe aussi que j'ai pu ressentir lorsque je jouais du foot, ou même quand c'est entre amis, etc. L'esprit d'équipe, la solidarité et le soutien surtout, puisque quand on pratique un sport, c'est pas forcément chacun pour sa peau. Et il faut se soutenir parce qu'il y a des personnes qui sont nées naturellement sportives, je vais dire, et d'autres pas forcément. Il y a des personnes qui s'entraînent un peu plus que d'autres. Et lorsque on reçoit des mauvais commentaires, par exemple, et ça peut vraiment marquer et carrément blesser la personne au point où la personne peut perdre sa confiance en elle. Et je pense que dans Sport dans la Ville, j'ai vraiment ressenti ce soutien parce que je jouais pas beaucoup du sport, je faisais d'autres sports quand j'étais petite, lorsque j'étais petite. Et je me rappelle du premier jour où j'étais venue sur les terrains, je me suis sentie très à l'aise parce que déjà c'était des filles de mon âge et quelques filles que je connaissais également. Et puis on a joué ensemble et elles étaient très fortes par rapport à moi, mais ça ne m'a pas empêchée de participer et de jouer avec elles. Et donc je garde vraiment des bons souvenirs. Et poussé comme ça aussi par les autres. Olivier, on parlait du parallèle entre le monde du sport et on le voit, juste au niveau du jeu et le monde de l'entreprise. C'est la base limite du management en vrai. Oui, bien sûr. C'est exactement ça. Ça véhicule bien autour de ces valeurs, le management d'entreprise. Et quand on regarde d'ailleurs le football féminin, pour nous aussi, toutes les problématiques de mixité, d'émancipation des femmes, de leur accès à des postes importants dans l'entreprise, etc., on peut faire le parallèle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on soutient depuis le départ le football féminin. C'est extrêmement important, y compris en signal dans l'entreprise. C'est extrêmement important. Ça ne serait pas compris aujourd'hui qu'au Crédit Agricole, on soutienne l'équipe de France de football masculin et pas l'équipe de France féminine. Ça serait un non-sens, ça serait incompris. Et je pense qu'aussi sur ces dimensions, c'est extrêmement important de soutenir. Et le sport, d'une façon générale, est une belle école de la vie, y compris en management dans l'entreprise, évidemment. Et donc, Job dans la Ville, parce que c'est l'autre pendant de Sport dans la Ville, que tu as pu rejoindre, Urdano. Tu as glissé, donc tu es arrivé à Sport dans la Ville, tu vas dans Elle dans la Ville, et donc tu arrives dans Job dans la Ville. Je pense que là, c'est un accompagnement à 360. Yakari, finalement, ce que vous faites, c'est que vous identifiez les besoins en fait, des jeunes et vous les accompagnez pour aller réaliser ce qu'ils ont envie de faire. Elle a pu faire comme stage, je crois, ou visite d'entreprise, Chanel, Nike, donc ça c'est des vraies opportunités aussi. Exactement, la porte d'entrée vraiment c'est le sport. Et via le sport, on identifie tout ce qui est, on identifie leurs besoins, parce qu'on part aussi de leurs besoins, et on essaye aussi d'inculquer tout ce qui est valeur d'entreprise. Et c'est aussi l'occasion pour eux aussi d'identifier leurs propres soft skills, par exemple, s'ils ont une attitude de meneur durant le sport, s'ils ont une attitude au final plus un esprit d'équipe, ou s'ils sont plus individuels, ce genre de choses, en sachant
que la partie job dans la ville, on est vraiment sur des visites d'entreprise, sur du développement personnel, et on est également sur pour elle dans la ville, sur des ateliers en lien avec la mixité, où vraiment, par exemple, je sais pas, on va pouvoir, je sais pas, projeter un film, par exemple, avec des jeunes filles et des jeunes garçons du programme, et ensuite débattre sur le genre, sur l'égalité, sur comment faire en sorte qu'une jeune fille, lorsqu'elle intègre un terrain, peu importe le sport, elle se sente à l'aise, que c'est aussi un peu, c'est la mission de chacun, en fait, de faire en sorte que tout le monde puisse se sentir bien, tant dans le sport, tant bien dans ses baskets, et que filles comme garçons peuvent tout simplement jouer ensemble. Et le programme Young Talent pour travailler l'anglais auquel tu as pu participer, partir à Londres. Dans les autres programmes dont tu parlais tout à l'heure, il y avait confiance et leadership. Donc, c'est vraiment identifier les besoins des jeunes, alors qu'au point de départ, on parlait de sport. Et on a atterri dans un autre univers. Je voudrais qu'on glisse aussi vers la pratique vraiment plus générale, avec le nombre de licenciés qui a passé le cap des 200 000. On en parlait tout à l'heure au moment du Mondial 2019, qui était une vraie opportunité pour le foot féminin. Un nombre qui a baissé après le Covid pour descendre à 163 000. Comment on peut faire pour accompagner au mieux l'accès au football pour les filles? Une vaste question. Ouais. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Après, je pense que ça part peut-être de s'appuyer sur des modèles qui fonctionnent bien. Pour l'avoir vécu toutes les deux aux USA, c'est d'avoir cette appétence pour le sport dès le plus jeune âge dans les écoles. Donc, il y a forcément une implication pour moi scolaire très rapidement. Parce qu'on connaît toutes les valeurs que ça véhicule, mais parce que c'est important pour un enfant de se dépenser, et à la fois physiquement et psychologiquement, d'avoir une continuité aussi, c'est-à-dire tu sors de l'école, tu as d'autres programmes qui doivent exister pour garder justement ces femmes dans le sport, et tu en parlais juste titre, c'est qu'à partir de 12 ans, il y a le corps qui change, des envies différentes, on a envie de se tourner vers d'autres choses. Donc, c'est de garder cette attirance envers le sport. Et puis après, c'est d'être visible. Parce que si on n'est pas visible, on a du mal à s'identifier, à se projeter en étant la future Eugénie Le Sommer. Donc, c'est de ces modèles-là dont on a besoin, d'être visible et d'avoir de l'économie, évidemment. Voilà, ça c'est mon point de vue. Mais quel est ton point de vue à toi? J'aimerais bien t'entendre. Ouais. Ce qu'on comprend, c'est que la proximité, et Sport dans la ville est un bon exemple, la proximité pour l'accompagnement et avec les éducateurs, c'est la clé, c'est avoir une base solide en fait. Je rejoins Marinette sur tout ce qu'elle a dit. Et je vais rajouter aussi d'être accompagnée dans les infrastructures. Parce que souvent, les filles, on va leur donner le dernier terrain ou le dernier créneau, ou aller faire entraîner des petites qui ont 9 ans à 21h, non, le terrain est dispo que là, ça n'a pas de sens en fait. Donc c'est aussi essayer d'intégrer au mieux les filles dans les clubs, et non pas que ce soit la dernière roue du carrosse, quoi. Et ça, c'est une réalité aussi du terrain, et je l'ai beaucoup entendu, soit qu'il n'y a pas assez de monde pour les encadrer, donc il faut aussi forcément des bénévoles, et oui, des terrains en fait, des terrains qui soient partagés. Tu vois, c'est tout à fait juste ce que tu dis, Eugénie, parce qu'on en discutait encore avec Garance quand elle a approché avec son association du Gadji FC pour avoir des créneaux. Et ce qui lui a été répondu, c'est qu'on préfère donner le créneau à n'importe qui à la place des filles. C'est mot pour mot. Moi, j'ai eu des retours après la Coupe du Monde 2019 où il y a eu plein de filles qui ont voulu s'inscrire. Mais le problème aussi, et on ne peut pas en vouloir au club, c'est qu'ils avaient déjà leurs licenciés, et beaucoup de garçons, etc. Et d'un coup, il y a plein de filles qui arrivent et se disent je ne vais pas dire aux garçons, je ne vais pas leur dire de ne plus prendre leur licence, en fait. Donc, je n'ai pas la solution exactement, mais il y a un enjeu qui est très important là aussi. Vous parliez des États-Unis tout à l'heure. En Angleterre, après l'Euro, ils ont fait un programme, la Ligue de foot professionnelle, qui s'appelait Let's Girl Play. Et où en fait sur le site l'accueil, les petites filles pouvaient cliquer pour trouver un stade, un endroit où jouer, et donc du coup le principe de la proximité, qu'elles puissent accéder
au football avec des créneaux et quand elle voulait en fait. Voilà. Donc c'est une problématique qui est finalement un peu commune partout en Europe. On parlait d'invisibilisation et donc de visibilité. Olivier, Marinette, c'est le premier biopic d'une sportive réalisée par une femme. Le Crédit Agricole est partenaire de ce film. Accompagner ce film, pour vous, c'était une évidence? Oui, alors j'ai pas vu le film, mais j'ai vu la bande-annonce. Vous allez le voir. Vous êtes peut-être refusé, du coup. Non, mais... Vous désengagé. Non, mais en tout cas, la bande-annonce m'a pas fait regretter le choix. Non, pourquoi? Parce que, enfin, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, d'évoquer sur le foot féminin, sur la mixité, etc., il y a aussi d'autres sujets qui sont traités par le film, d'inclusion sociale, enfin, voilà, et tous ces sujets ils font vraiment partie de l'ADN du Crédit Agricole. Donc oui, c'est évident, c'est une belle opération. Enfin, nous, on est très contents d'avoir fait ça, donc franchement, encore regret. Mais nous aussi, on est très contents que vous soyez partie prenante de cette aventure humaine, parce qu'avant tout, c'est une aventure humaine. Ça a été porté par Virginie Verrier, la réalisatrice productrice, qui a enfoncé des portes pour avoir tous ces soutiens, qui a été financement, et puis qui a été appuyé par The Jokers Film, que je salue, qui est présent par l'intermédiaire de Boris dans la salle. Les actrices qui ont donné de leur cœur, et c'est pas seulement un film de foot, soccer. C'est surtout des faits et des thèmes sociétaux qui touchent tellement de personnes dans notre société aujourd'hui qu'il est important, et ça prouve que votre engagement à nos côtés, on est dans la vérité, dans le vrai, et qu'on doit continuer à avancer. Et raconter l'histoire de Marinette et le raconter par une femme, c'est aussi inscrire le nom d'une femme dans l'histoire du football. Aurélie Bresson, qui est avec nous, présidente de la Fondation Alice Millard. Donc je vais d'abord commencer par cette casquette-là, après on parlera des sportives. Un récit dont les femmes ont finalement été longtemps absentes. Et ça, tu as l'habitude. Ah oui, ça fait partie de mon quotidien, justement, pour parler de la Fondation Alice Millard. En fait, Alice Millard, elle est au sport féminin ce que Pierre de Coubertin était aux Jeux Olympiques. Sauf que sans une Alice Millard qui a été aussi une grande pionnière, qui a essuyé pas mal de plâtre pour faire reconnaître les femmes à leur place aux Jeux Olympiques. Et c'était il y a 100 ans. Donc en fait, c'est le travail, et c'est pourquoi la Fondation Alice Millard, qui est la première et seule fondation européenne dédiée au sport féminin, a vu le jour il y a 7 ans. Pour, en fait, face à cette mal-médiatisation, cette sous-médiatisation du sport féminin, et qui de mieux que Alice Millard, en fait, aussi pour rappeler l'histoire du sport féminin qui a été complètement invisibilisée. Et surtout, Alice Millard, en fait, elle dérangeait. Donc tellement elle dérangeait qu'il fallait plus qu'on parle d'elle. Donc on a aussi lancé un documentaire qui s'appelle Les Incorrects, qui retrace l'histoire d'Alice Millard. Et il y a des propos qui sont terribles, puisque en fait, à travers Alice Millard, on montre que c'était volontaire d'écraser Alice Millard. Et ça a été un combat aussi à travers un collectif autour de la fondation Alice Millard, par exemple, qui est une statue d'Alice Millard au CNOSF, donc au Comité national olympique et sportif français. On a réussi à la voir, donc elle a été inaugurée le 8 mars 2021. C'est tout frais. Donc maintenant, elle est indétrônable, et elle est à la droite de Pierre de Coubertin quand on va à la Maison du Sport. Donc faire reconnaître en fait finalement son histoire, c'est aussi laisser une trace, et c'est toute l'importance aussi de la fondation, du travail qu'on mène, vraiment de célébrer les centenaires, de faire de l'événementiel, des trophées pour valoriser les acteurs et les actrices du sport féminin. Et on a aussi pas mal d'accompagnement, de financement qu'on va chercher jusqu'en Europe, je siège aussi au Conseil de l'Europe sur l'égalité femmes-hommes dans le sport, pour justement en fait montrer qu'il faut un écosystème spécifique au sport féminin, puisque si on le raccroche toujours au sport masculin, eh ben ça ne fonctionne pas. Donc le fait de créer cette fondation, c'est aussi de montrer que le mécénat est une solution pour le sport féminin, et qu'il faut en profiter. Et comprendre l'évolution du sport féminin, comprendre l'évolution aussi du football féminin, c'est aussi savoir que cette évolution, elle a été tout simplement freinée, parce qu'il fut un temps où les hommes ont décidé tout simplement de priver les femmes de sport et de foot. Oui, Alice Millard a vraiment essuyé des plâtres par rapport à ça, Marinette également, ça fait partie des grandes pionnières, mais ça remonte aussi à travers l'histoire beaucoup plus loin. Il y a des initiatives qui ont vu le jour.
On peut parler du club Féminin Sport qui a vu le jour à Paris dans ces années 1900, fin du 19e siècle. On a également en Angleterre, tu parlais de l'Angleterre tout à l'heure, il y avait le British Ladies Football Club aussi qui avait vu le jour. Donc en fait, il y a eu pas mal de pionnières qui en fait ont tissé ce lien à travers l'histoire pour essuyer les plâtres et pour se battre. Mais c'est encore une histoire aujourd'hui, en 2023, de l'invisibilité des femmes dans le sport et dans tous les secteurs d'activité et dans comment on peut dire, aussi dans tous les métiers, qu'elles soient présidente de fédération, qu'elles soient présidente de club. C'est un vrai combat au quotidien et c'est pour ça qu'à travers Alice Mia, on dit c'est l'héritage d'Alice Mia. Et on annonce des Jeux olympiques et paralympiques, enfin surtout olympiques, paritaires en 2024. Et on espère et on le croit que c'est aussi grâce à Alice Mia. Jusqu'à 53 000 spectateurs en 1920 pour un match de foot féminin, ça existait, sauf que derrière le souci, c'est que le foot a été tout simplement interdit aux femmes. Et oui, 53 000 en France. Et 53 000, c'était un match entre les Anglaises et les Françaises. Et en fait, parce que, apparemment, c'était trop dangereux pour leur santé, mais il y avait un enjeu de pouvoir aussi derrière, c'est que les femmes pouvaient prendre en main finalement leur vie, leur corps. Ton talent, Marinette, pour le football, c'est ce qui t'a permis aussi de te réapproprier tout simplement ton destin. Il t'a donné ce fameux pouvoir. Ouais, grâce au foot, j'ai trouvé ma place dans la société. J'ai eu la chance de me découvrir, de développer cette confiance. Et c'est vrai que si j'avais pas eu ce coup de foudre avec le ballon, j'aurais peut-être pas eu ce beau parcours et puis surtout ces belles qualités de femme que je porte aujourd'hui. Et ça m'a permis de m'émanciper et d'être fière de moi. J'ai tardé, longtemps tardé à être fière de moi. Et pourtant, ma femme me le dit tout le temps, mais tu peux être fière de toi, du parcours et autres. Mais c'est comme ça. C'est comme une forme d'imposteur, alors que ce n'est pas le cas. Mais maintenant, je peux le dire, je suis fière. En fait, tu as bien raison d'être fière. On peut l'applaudir, je pense. Bravo. À notre deuxième mi-temps, quelles sont les motivations du monde du football à accorder plus de place aux femmes? Vous le prenez de façon négative ou positive, c'est à vous de le voir. On va parler de l'affluence, on parlait des 53 000 spectateurs présents pour un match de foot en 1920 entre des Françaises et des Anglaises. L'explosion du modèle anglais, c'est ce qui met aussi une claque au modèle français. Finalement, 90 000 personnes à Wembley pour la finale de la FA Cup féminine, c'était cette saison. Est-ce qu'on pourrait, d'après vous, voir ça un jour en France? Qui veut se lancer se lance. Moi, je suis sûr que oui, parce que pour le coup, je regarde ce qui s'est passé dans un autre sport qui est le tennis, que j'ai beaucoup pratiqué il fut un temps. Et dans les années 70-80, personne ne regardait la finale de Roland-Garros féminine. Personne. Ça faisait 0 spectateurs. Aujourd'hui, c'est le même price money, il y a le même nombre de spectateurs, voire plus d'ailleurs sur le... Donc je suis sûr que le football féminin va émerger comme il l'a fait aux États-Unis. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi aux États-Unis c'est allé plus vite, probablement. C'était un sport de femmes à la base. Oui, c'était voilà, et surtout d'ailleurs on revient sur l'éducation nationale. En fait, c'est le plus important, c'est de le pratiquer. Moi, quand j'étais à l'école, les garçons jouaient au foot et les filles étaient à la corde. C'était stéréotype. Non, mais j'ai connu ça. Et donc pour le coup, moi je suis très très optimiste. D'abord parce que il y a plein de qualités sportives, même si on regarde avec un fanat de foot. Moi je prends beaucoup de plaisir à regarder le football féminin. C'est très technique, c'est très agréable. Ça l'est même parfois plus que le foot masculin. Donc moi je suis sûr qu'il n'y a pas de débat. Je suis sûr qu'il n'y a pas de débat là-dessus. On parlait d'inspiration tout à l'heure avec Eugénie et Marinette. Il y a des postes où les femmes sont peu présentes et pourtant c'est peut-être là, dans ces postes de pouvoir, que vont naître les idées, Aurélie. Les coachs, les dirigeantes, on peut même rajouter les arbitres. Féminiser le pouvoir, c'est aussi un enjeu d'égalité femmes-hommes. Alors oui, c'est vrai que souvent le mot féminiser peut faire un petit peu peur. Où tout de suite on fait le raccourci avec la notion de quota. Est-ce qu'il faut des quotas? Est-ce qu'il faut imposer pour accélérer qu'il y ait plus de mixité? Je dirais que parfois oui, puisque ça permet d'accélérer les choses. Par contre, des quotas à un certain temps.
Mais c'est surtout qu'avoir des femmes, ce n'est pas juste pour une histoire de chiffres, c'est une histoire que ça permettra la prise en compte des spécificités féminines. Il y a eu le cas sur On sort du foot avec dernièrement, vous avez tous suivi l'affaire du Vendée Globe, où il n'y avait pas la prise en compte des spécificités féminines, c'est-à-dire d'un moment donné être mère. Bon, ça se voit aussi dans le football, on le voit à peu près partout, et ce n'est pas dans les règlements. Donc en fait, quand ils ont construit le sport, quand ils ont construit les règlements des compétitions et des fédérations, la prise en compte des spécificités féminines n'était pas du tout d'actualité. Donc c'est pour ça qu'en fait, plus il y aura de femmes à des postes clés et plus il y aura cette prise en compte de la femme pour ce qu'elle est et pas que sportive. Et finalement, on peut dire qu'en Europe, on est la gouvernance sportive la plus féminisée. On a quand même une ministre, bien souvent, ministre des Sports, qui est une femme, la ex-présidente du CNOSF, qui était une femme, présidente du comité paralympique et sportif français, une femme. Donc en fait, on avait une gouvernance qui était très très féminine et le poste de ministre des Sports, il y a eu des ministres qui ont vraiment marqué leur temps avec Marie-Georges Buffet, qui ont vraiment fait avancer en fait, certaines thématiques comme les violences dans le sport, comme les questions de la maternité. Et on voit qu'en fait, s'il n'y a pas des femmes qui se positionnent en fait, à des postes clés, il n'y a pas cette prise en compte en fait, de la femme sur la maternité, sur les tenues. Il y a aussi ces histoires des tenues blanches quand elles rentrent sur le terrain. Et c'est vraiment très très important finalement qu'il y ait ce vivre ensemble, en fait. Ce n'est pas féminisé pour que les femmes soient au pouvoir, c'est juste pour qu'il y ait une prise en compte de tout individu comme il est à part entière. Ouais. Ce qu'on comprend bien, c'est que le sport est de toute façon avec des règles ou du moins des spécificités masculines qui ont exclu un certain nombre de temps celles qui étaient féminines. Et pour comprendre toutes ces problématiques de femmes, il n'y a pas aussi que des femmes, il y a aussi des hommes. C'est le cas avec Hervé Renard, qui a été l'un des premiers, même si Corinne Diacre en avait parlé elle aussi avant, mais de façon plus confidentielle. Hervé Renard, lui, en conférence de presse, a dit qu'il fallait permettre aux joueuses de football de l'équipe de France de pouvoir venir avec leurs enfants, qu'elles aient une possibilité d'avoir un accueil pour leurs enfants, parce que pour le moment, il n'y en a eu qu'une seule, et c'est Amel Majri. Et ça peut ouvrir la porte pour la suite. Pour vous, Eugénie, ça c'est un truc, c'est un plafond de verre qui vient d'exploser. Oui, complètement. Déjà de l'avoir entendu, c'est extraordinaire, ça ne devrait pas, mais ouais, c'est fou de se dire ça. Mais oui, après, il y a aussi une histoire derrière, c'est que en termes de statut, de conditions, etc., étant donné que ce n'était pas professionnel, on ne se posait pas la question, en fait. Oui. Aujourd'hui, si on parle de sport professionnel, on parle de conditions qui vont avec, et si tu veux, c'est ce que je disais. Congé maternité ? Exactement, un congé maternité, des conditions aussi pour voyager, etc. Si on veut faciliter la vie de maman, etc., il faut que les gens soient ouverts à ça aussi. Et lui, il fait partie des gens qui sont ouverts à ça. Et quand on parle de femmes à la tête de certaines fédérations ou certains clubs, il faut que ce soit surtout des gens qui sont convaincus et qui ont des convictions, des compétences et qui ont envie, en fait. Je suis d'accord qu'il faut des femmes pour aider dans ce sens-là, mais parfois on a des femmes qui ne sont pas du tout dans ces priorités-là, et à l'inverse des hommes, comme on a pu le voir avec Hervé Renard, qui pensent que c'est important et qui ont la conviction que c'est important. Et c'est là aussi, il faut faire comprendre aussi aux hommes qu'ils ont un rôle important dans ça, et il ne faut pas tout attendre des femmes non plus, et il faut que le message passe partout, en fait. On va parler un peu de l'économie du foot féminin. Il y a de grosses annonces qui ont été faites concernant le foot féminin français. On en parlait tout à l'heure avec la professionnalisation, qui va être accompagnée d'une augmentation de 20% de sa dotation, c'est-à-dire 4 à 5 millions d'euros supplémentaires. Investir, Olivier, dans le foot féminin, c'est aussi lui permettre de progresser. Et le sponsoring, c'est aussi l'une des clés du développement. Oui, bien sûr. En tout cas, nous, on est très fiers de l'accompagner. Et tout ce qui va, si par le sponsoring et par notre marque, on arrive à lui donner encore plus de puissance, c'est tant mieux pour son développement. Donc, et par rapport à toutes les valeurs que j'ai explicitées tout à l'heure, évidemment, c'est important pour notre marque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on s'engage autant quand il y a des compétitions féminines. Enfin, l'entreprise, elle est en ébullition. Quand il y a le championnat d'Europe, là pour la future Coupe du Monde, etc. Voilà, c'est suivi en interne comme la Coupe du Monde
masculine, en espérant évidemment que la retransmission soit possible, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais oui, ça va, voilà, ça y est, ce soir c'est fait. Bon, très bien, parfait. Et parce que le mondial n'a pas... Non, mais je veux dire, voilà, donc, non, c'est important, et encore une fois, je pense que ça évoluera dans le temps, que petit à petit, les moyens sont équivalents au foot masculin. C'est une question de temps, voilà. Donc, si des marques comme la nôtre, on peut aider à aller vers ce chemin, ben, on est très fiers de ça. Ouais. On en parlait tout à l'heure avec Marinette, Eugénie et avec Aurélie. La visibilité, le sport féminin en France à la télévision, en 2022, c'était 5% du temps d'antenne à la télévision française. En parallèle de ce constat-là, ce que je comprends aussi, c'est que le Crédit Agricole a opté pour ce qu'on peut appeler un dépassement de fonction dans le monde du foot, par le biais du digital et aussi avec votre expertise en termes de communication. C'est d'ailleurs ce qui nous réunit aujourd'hui en termes d'événements. Vous avez décidé de mettre en avant des modèles inspirants, des exemples. C'est une responsabilité sociétale finalement. Oui, bien sûr, parce que voilà, on dit toujours la footballeuse est un footballeur comme les autres, voilà. Et donc tous ces sujets d'ailleurs de mixité, etc. Enfin, ça renvoie à tout aussi notre politique interne sur la mixité. Donc oui, bien sûr, encore une fois, on l'accompagne du mieux possible et avec le même effort. Et c'est important pour nous. Donc bien sûr, et encore une fois, on est vraiment très fiers de ça. On l'a dit tout à l'heure, le mondial féminin n'a pas encore de diffuseur. On espère que ça va se dénouer. Est-ce que vous êtes confiant et confiante pour la suite? Je le pose un peu à tout le monde. Et ce sera notre phrase de conclusion. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste, quelqu'un de déterminé aussi. Je prône le même discours depuis des décennies maintenant. Et c'est vrai qu'avec le fil, du coup, je vois que je n'ai pas changé de ligne de conduite. J'espère vraiment, parce que ce football féminin mérite aujourd'hui que nos joueuses talentueuses comme Eugénie ou comme Delphine, comme Amandine, évitent de s'exiler pour aller chercher l'attrait sportif, la reconnaissance, le public, vibrer à travers le sport, à travers cet échange qui nous comble de bonheur quand on est athlète de haut niveau. Et j'espère sincèrement que les choses vont changer. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un rendez-vous aujourd'hui entre plusieurs ministres européens, ministres des Sports européens, pour justement trouver une solution à la diffusion. Donc je croise les doigts, je ne sais pas quel est le résultat, mais enfin voilà, ça c'était ma réflexion. Eugénie? Moi je suis optimiste aussi. Je pense que c'est que le début. Et comme vous l'avez dit, il faut plus de visibilité forcément. Parce que s'il y a plus de visibilité, il y aura plus de licenciés, il y aura plus de... C'est toute une économie en fait, c'est un cercle vertueux. Et il faut plus de sponsors forcément pour avoir plus d'argent, pour faire beaucoup plus de choses. Et c'est ça qui compte aussi. Mais aussi à travers ce film, c'est montrer, c'est inspirer. Et c'est hyper important. Donc moi je suis optimiste pour l'avenir. Et j'espère qu'un jour, on remplira un stade de 90 000 places en France. Même s'il n'y a pas de stade de 90 000 places. Mais, on va en construire non, mais pour donner un exemple... déjà, c'est peut-être proposer la finale de la Coupe de France. Exactement, proposer un stade un peu plus grand. On était les premières déçues. C'est vrai que le même week-end, en Angleterre, elle joue la finale de Coupe dans un stade de 90 000 places, plein. Et nous, on joue la même finale de Coupe à Orléans. Ouais. À Orléans, c'était plein, mais c'était que 6 000. Et sachant qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu venir parce que le stade était trop petit. Donc, il faut aussi que les bons choix soient faits. Bonne chose. Jourdano, nous, on est confiants dans ton avenir avec ton bac. Absolument. Mais je pense que les professionnels ont dit ce qu'il fallait. Mais je crois beaucoup à notre nouvelle génération parce que je sais qu'avant, c'était vraiment très nouveau. Donc, c'était pas autant normalisé qu'aujourd'hui. Mais oui, je crois à notre génération, je crois aux jeunes qui soutiennent les jeunes footballeuses de nos jours. Et oui, ça doit être la norme, tout simplement. Yakari? De par mon métier, de par les valeurs que Sport dans la ville véhicule et porte, évidemment qu'on a énormément, je ne peux pas dire non, évidemment qu'on y croit et de manière un peu plus générale, on croit vraiment au fait que
on croit à la professionnalisation de plusieurs sports féminins pour justement mettre en avant tous ces talents, mettre en avant toutes ces femmes en fait, qui ont eu un parcours différent, parce qu'on essaye vraiment de véhiculer le message qui est qu'il n'existe pas une seule voie, mais plusieurs voies possibles. Et si elles souhaitent se professionnaliser, qu'elles le peuvent. Si elles ne souhaitent pas se professionnaliser et juste, faire du sport et ensuite se développer personnellement à côté, comme Yurda, elles le peuvent également. On croit du moins au sein de Sport dans la ville à la multiplicité des parcours et des réussites. Et avoir le choix, tout simplement. Exactement. Aurélie? Je vais peut-être faire la perturbatrice, mais moi je suis encore un peu sceptique. Je suis toujours très positive en disant, après on me connaît pour ça, hein. Je suis toujours très positive, je vois le verre à moitié plein. Je pense que dès qu'il y a une crise égale opportunité. Je pense que s'il n'y a pas de diffuseur, on trouvera toujours des solutions. Je pense au handball qui avait perdu Bein Sport justement dans la diffusion des matchs de hand féminin, mais qui derrière a créé Handball TV. Enfin, je trouve qu'il y aura toujours des solutions aujourd'hui pour pallier à ce manque de visibilité. Médiatisation, je vois les chiffres qui baissent parce qu'on parle de moins de 8%, moins de 5%. Aux États-Unis, elles sont à 5%. Il y a 2 ans, on était à 20%. Voilà, je reste très sceptique, mais après, je me bats aussi pour ça, donc c'est que j'y crois et que je suis optimiste. Mais pour le coup, je suis plutôt favorable et je crois en cette mobilisation maintenant des femmes qui sont engagées, qui sont en sororité, qui ne lâcheront pas. Et surtout, je crois en fait qu'on trouvera toujours des solutions pour plus de visibilité. J'aime moins parler de médiatisation, mais de visibilité, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont avancé en termes de visibilité, au-delà de l'aspect retransmission. Pour revenir aussi sur cette partie de visibilité des équipements sportifs, il faut savoir qu'en France, 90% des équipements sportifs ne portent pas de nom genré, et que moins de 1% des équipements qui portent le nom et moins de 1% portent des noms de femmes de personnalités sportives féminines. Donc voilà, il y a un enjeu de visibilité au quotidien, au-delà de cette transmission télé qui avance, et je suis quand même très positive et plutôt plutôt dire je crois en l'avenir, oui. Que l'avenir se conjugue au féminin. Très beau. Marinette, tu as un nom, il y a un stade qui porte ton nom quand Oui. même. Ah oui, quand même. Ouais. Toi, tu es génie aussi. Dans les 1%. Ouais. Ouais, donc faites partie des 1%. Olivier, je vais terminer avec vous. Alors, confiant dans l'avenir? Oui, moi je pense qu'il faut être confiant. Il faut vraiment se battre. Je pense que vraiment la clé, mais ça a été dit par Eugénie, en tout cas pour le foot féminin, c'est vraiment dans le nombre de licenciés. Moi, encore une fois, 163 000, je ne sais plus combien il y en a dans le foot masculin, c'est 2 millions ou 1,8 million, quelque chose comme ça. Bon, ça paraît faible, mais c'était zéro il y a 30 ans, donc, ou quasiment. Donc, je pense que le succès va venir par là. Et pour dépasser ça, c'est vraiment des problématiques dès l'éducation, dès le premier, à l'école, etc. Il faut vraiment pousser là-dessus. Il faut que les pouvoirs publics poussent beaucoup là-dessus pour casser les stéréotypes et encourager, en tout cas. Moi je sais que le Crédit Agricole continuera à soutenir et que voilà, on est encore une fois très fiers de ça et j'ai envie d'être très confiant, oui. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été avec nous et pour cette riche table ronde pour agir ensemble dans le sport.